Un des outils les plus utiles pour étudier les systèmes ondulatoires sont les transformés de Fourier et les séries de Fourier. Commençons par faire quelques rappels, en particulier pour introduire la notation, de ces opérations. Donc on considère dans une série de Fourier une fonction psi de x, qui est définie sur l'intervalle de longueur L, une fonction périodique. Évidemment, si elle n'est pas périodique, on peut la définir comme étant périodique en étendant son domaine au-delà du domaine de largeur L considéré. Cette fonction périodique donc, peut être développée en série de Fourier. Donc, de cette manière, il s'agit ici d'une série de Fourier complexe, avec des exponentielles complexes. La somme est sur des entiers relatifs. Et les coefficients de Fourier, psi tilde k, sont donnés par cette intégrale ici, où l'intégrale est prise dans un domaine équivalent à une période. Ici, c'est de moins L sur 2 à L sur 2, mais ça pourrait être de 0 à L de manière équivalente. La différence entre ces deux formules notable est que, bien sûr, on a un changement dans le signe de l'exposant entre ces deux opérations. Si la fonction est définie sur un domaine infini, donc si la période tend vers l'infini, on parle alors de transformé de Fourier et on remplace l'entier k par une variable continue, q, égale à 2pi k sur L, et les transformations ou les relations qui sont ici deviennent plutôt celles-ci et constituent ce qu'on appelle les transformés de Fourier. Donc on a une fonction directe, psi de x, qui s'exprime en fonction d'une fonction réciproque, d'une transformée de Fourier, psi tilde de q, par une intégrale sur q avec une exponentielle complexe comme ceci, et un 1 sur 2pi en avant. L'opération inverse, qui consiste à retrouver la transformée de Fourier à partir de la fonction, eh bien, s'obtient d'une manière quasiment identique, sauf pour le signe de l'exposant et le fait qu'il n'y a pas de 1 sur 2pi de ce côté-ci. En mathématiques, souvent, on met 1 sur racine de 2pi sur chacune des deux expressions. En physique, on préfère mettre 1 sur 2pi sur l'expression qui est une intégrale sur q. Donc, on peut aussi voir ça comme une mesure d'intégration sur les nombres d'ondes qui est simplement dq divisé par 2pi. La correspondance entre cette transformée de Fourier et les coefficients de Fourier qui sont ici est la suivante. Donc, il y a un facteur 1 sur L entre les deux. Si on travaille dans le domaine temporel ou en fréquence, donc dans le domaine temporel, on a en physique, encore une fois, la convention de changer les signes des exposants, de sorte que la formule serait identique. Ici, on parlerait d'une période au lieu d'une longueur d'onde, mais on aurait E la moins I oméga T dans la formule directe et E la I oméga T dans la formule inverse. Bon, qu'arrive-t-il à ces opérations d'un point de vue numérique? Donc, numériquement, une fonction va être décrite par, non pas, va être décrite approximativement par un vecteur de données, un tableau de données défini sur une grille. Donc, on représenterait la fonction psi de x, ici, par un ensemble de n valeurs, qu'on peut noter psi indice j va de 0 à n-1. Ces valeurs sont définies sur une grille régulière, avec un pas de grille égal à A, et une longueur de domaine, L, donnée par n fois A, naturellement. Donc, l'équivalent des relations ci-dessus, donc les relations qui sont encadrées ici et là, l'équivalent de ces relations dans le domaine numérique, ou plutôt dans le domaine discret, pour ces valeurs discrètes de la fonction psi, sont ces deux relations. Donc, c'est ça qu'on appelle une transformée de Fourier discrète. Donc, on peut voir ça comme simplement une transformation linéaire, c'est-à-dire qu'on a comme donnée un ensemble de n valeurs, psi j, qui sont les valeurs de la fonction, et on définit les coefficients de Fourier ou la transformée de Fourier discrète, psi tilde k, de cette manière. Donc, j'ai une somme sur toutes les valeurs de j, bien sûr. J'ai une exponentielle avec des entiers k. J et k sont des entiers, donc. Et cette définition, si on veut, a sa réciproque, qui doit être démontrée, c'est-à-dire qu'on peut maintenant exprimer à l'envers psi j en fonction de psi tilde k de cette manière. Alors la seule différence, encore une fois, c'est qu'on a un 1 sur n ici,
alors qu'ici il n'y a simplement rien, un 1, et que l'exposant a un signe opposé à celui-ci. Donc, si on fait le lien entre cette expression qu'on appelle la transformée de Fourier discrète et les expressions ci-dessus, la relation est la suivante. X, la position, est remplacée par J fois A, donc J est un entier. Le nombre d'ondes Q est remplacé par 2pi K sur L, où K est un entier. Bien sûr, la fonction psi de X devient simplement psi indice J, et la transformée de Fourier, psi tilde Q, devient le pas de grille multiplié par ce coefficient psi tilde K. Donc, si on applique ces différentes correspondances à ces formules, et qu'on se rappelle qu'une somme sur J devient simplement une intégrale sur X divisée par A, et qu'une somme sur K devient une intégrale sur Q divisée par 2pi sur L, eh bien, on a une correspondance parfaite entre cette relation et disons celle-ci. Okay. Bien sûr, la correspondance avec la transformée de Fourier se fait, donc pour que cette correspondance soit exacte, bien sûr, il faut prendre la limite n tend vers l'infini, il faut que la grille devienne infiniment grande, le pas doit tendre vers 0 aussi, tout en gardant L égale NA constant, et la différence entre la série de Fourier et la transformée de Fourier habituelle, c'est simplement que dans ce processus, on peut aussi faire tendre L tend vers l'infini dans le cas de la transformée de Fourier. Mais ça ne change strictement rien à ces formules, bien sûr. Bon, cette formule ou ces formules peuvent être aussi considérées comme étant des transformations linéaires en fonction d'une matrice. Donc, si on définit maintenant la nème racine complexe de l'unité, que j'appelle petit oméga, ne pas confondre avec la fréquence, ça n'a rien à voir. Donc, petit oméga serait ici e à la moins 2pi divisé par n. Eh bien, la formule de la transformée de Fourier discrète, qui est ici, peut être réécrite excusez-moi, comme ceci. Simplement une substitution, donc, et l'inverse est donné par ça. Donc, c'est comme si on faisait une transformation matricielle qu'on appliquait sur le vecteur psi, qui comporte n composantes, une matrice U. Cette matrice U a des composantes, donc des indices rangés colonnes, donnés par cette expression. Par exemple, dans le cas simple où n est égal à 8, et sachant bien sûr que oméga à la 4 dans ce cas-là est égal à moins 1, c'est-à-dire la racine carrée négative de 1, la matrice U aurait la forme suivante. C'est une matrice pleine qui contient simplement des puissances d'oméga. La relation inverse, qui est ici, revient à écrire que si psi tilde est égal à U fois psi, alors psi est égal à U conjugué fois psi tilde, avec un 1 sur n. Et cela revient à dire que U conjugué hermitien fois U est égal à n, donc U est à un facteur multiplicatif près une matrice unitaire. Cette relation peut encore s'écrire de la manière suivante. Donc si on démontre cette relation, qui est la suivante, c'est-à-dire je fais une somme sur k de 0 jusqu'à n, de oméga puissance k fois j moins j', j'obtiens 0, sauf si j est égal à j', auquel cas j'obtiens n. Donc si on est capable de démontrer cette relation, eh bien à ce moment-là, les deux relations suivantes, enfin, sont démontrées. En fait, on peut considérer que, disons, cette relation-ci, la première, une des deux relations finalement, celle-ci est une définition, et que la deuxième a besoin d'être démontrée en fonction de la première. Eh bien, la preuve qui nous permet de démontrer la deuxième en fonction de la première demande de vérifier cette relation. Donc, si cette relation est vraie, la preuve est faite. Comment peut-on la démontrer? Relativement simple. Si on a un nombre complexe z en général et qu'on fait la somme de 0 jusqu'à n-1 de z puissance k, on obtient 1 moins z à la n divisé par 1 moins z. C'est un truc
qu'on utilise pour, par exemple, démontrer la forme de la somme d'une série géométrique. Vous l'avez sans doute déjà vu dans votre cours de calcul intégral. Alors, cette relation simple, on peut l'appliquer directement ici, puisqu'on peut simplement dire que z est égal à oméga puissance j moins j'. Donc, si j est différent de j', bien sûr, eh bien, on a donc ici oméga puissance n puissance j moins j', donc une puissance de oméga qui est un multiple entier de n, et comme oméga à la n est égal à 1, puisque non, oméga est la racine nème de l'identité, eh bien, le numérateur est nul. Le numérateur étant nul, on aurait 0, il faut faire attention au dénominateur, cependant, et donc il faut que le dénominateur soit non nul pour que cette affirmation soit strictement vraie, et si j est différent de j', mais différent sans être équivalent modulo n, eh bien le dénominateur n'est pas nul, alors que le numérateur est nul, donc on obtient bien une preuve de cette relation-là, dans le cas où j est différent de j'. Dans le cas où j est égal à j', à ce moment-là, on n'a pas vraiment besoin de passer par ici. On peut simplement aller directement ici et donc poser que j égale j' ici donne oméga à la 0, ce qui donne 1, et la somme de 1 sur n valeurs donne n. Donc on a bel et bien ce résultat. Donc c'est une preuve rapide de cette relation et qui, je le rappelle, sert à prouver que cette définition entraîne cette relation. Bon, ce qu'on voit facilement, si on substitue à l'intérieur de cette expression l'expression pour psi tilde k qui est ici, en faisant attention de ne pas mélanger les différents indices, bien sûr, en faisant une somme sur un indice différent de j, par exemple j'. Bon, donc, je viens de passer quelques minutes à argumenter en faveur de cette relation. Cette transformée de Fourier, donc discrète, a un autre avantage considérable, c'est qu'elle peut se faire numériquement de manière très rapide. Si on considère uniquement cette transformée de Fourier du point de vue d'une application d'une matrice U sur un vecteur psi, eh bien, en fonction du nombre de composantes de psi, normalement, l'application d'une matrice sur psi est une opération qui requiert, qui est de complexité n carré, c'est-à-dire qu'elle requiert, pour chaque composante de psi tilde, n multiplication et addition, parce qu'on doit faire le produit scalaire d'une rangée par une colonne, par psi. Donc, j'aurai au total n fois n opérations à produire. Donc, cette complexité calculatoire en n carré est assez gênante, mais ce qu'il y a de particulier dans cette matrice, c'est sa forme, le fait qu'elle a une structure très particulière, et on peut montrer qu'en réalité, la complexité de cette opération est de n fois le log de n, ce qui est beaucoup mieux. Et donc, si on suit un algorithme particulier qu'on appelle la transformée de Fourier rapide, en anglais Fast Fourier Transform, donc FFT, on réduit ce temps de calcul ou cette complexité à n fois log de n. C'est ce qui fait que cette opération est si souvent utilisée et si efficace. Cette opération de transformée de Fourier rapide peut se faire dans SciPy à l'aide de ce module qu'on appelle FFT-Pack, donc le module de transformée de Fourier rapide, et de la fonction FFT. Voyons voir comment on procède. Disons, on commence par définir un tableau. Ici, je vais faire un tableau extrêmement simple de dimension 4, donc 4 points sur la grille. Je vais maintenant, après avoir importé, bien sûr, le module FFT-Pack, et en particulier sa fonction FFT, donc là, je vais l'appeler TDF, là. TDF FFT appliqué sur X va me donner les coefficients psi tilde, donc la transformée de Fourier, de X, et je pourrais enfin obtenir la transformée de Fourier inverse, c'est-à-dire que je peux aller dans les deux sens. IFFT calcule la transformée de Fourier inverse, donc pourrait me faire retourner de Y à X, si je le désirais. Donc quand on exécute,
On trouve ici les deux résultats. Donc la transformée de Fourier directe me donne ceci. La transformée de Fourier inverse me donne ceci. Notez, bon, évidemment, les nombres complexes. Dans l'affichage des nombres complexes, les zéros, les parties imaginaires nulles ou réelles sont toujours indiquées. Et la transformée de Fourier inverse contient ce 1 sur n, ici un 1 sur 4, qui donne cette normalisation un peu curieuse. Donc, faisons un exemple ici dans le calcul d'une transformée de Fourier ou de quelques transformées de Fourier de fonctions ordinaires. C'est le but de ce carnet. Commençons par une fonction gaussienne. Ici, je vais me placer dans le domaine temporel. Donc, je vais définir cette fonction du temps qui est une gaussienne normalisée, donc une gaussienne de largeur sigma. Normalisée veut dire que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini donne 1 parce que j'ai le bon préfacteur en avant. On sait, donc on peut calculer, et c'est pas ce que je vais faire maintenant, mais je peux simplement vous citer les résultats, que la transformée de Fourier dans le domaine continu de cette gaussienne est donnée par cette expression, donc une exponentielle du carré d'oméga, donc c'est aussi une gaussienne en fonction d'oméga cette fois, sauf que la largeur de la gaussienne est l'inverse de la largeur de la fonction directe. Autrement dit, j'ai sigma au dénominateur ici, et j'ai sigma au numérateur ici. Donc c'est une manifestation du principe d'incertitude, donc vous êtes familier avec ça sans doute déjà, c'est-à-dire que si la fonction directe en fonction du temps est extrêmement piquée, donc si sigma est très petit, au contraire, sa largeur en fréquence va être très grande et vice-versa. Donc pour réaliser ce calcul de manière numérique, donc j'importe bien sûr le module FFT-PAC. Je définis ici une fonction avec un paramètre sigma qui est simplement la gaussienne que j'ai définie plus haut. D'accord? Très simple, avec la bonne normalisation. Je définis un domaine temporel, donc largeur t, en fait largeur 2t. J'ai un domaine temporel qui va de moins t à t. Je désire avoir quelque chose qui est symétrique autour de t égale 0. Le pas temporel 0.1, et donc je définis un tableau résultant de l'application de la fonction gaussienne, donc de f sur le tableau des temps que j'appelle petit t. Donc j'obtiens la fonction psi. Ensuite, je calcule la transformée de Fourier de cette fonction psi, j'obtiens TDF psi. Ce tableau donc est indexé en fonction de fréquence, et la fréquence nulle correspond au premier élément, ce qui n'est pas toujours désirable, surtout lorsqu'on veut faire des graphiques. Donc il y a une fonction dans TDF qui s'appelle FFT Shift, qui va remplacer ce tableau par un autre tableau où les éléments sont déplacés de manière à positionner la fréquence nulle au milieu du tableau. Alors, donc c'est quelque chose qu'on fait couramment. Ensuite, je me définis un tableau de fréquences. Les fréquences qui, ici, correspondent à ce à quoi on doit s'attendre si on fait la correspondance continue. Donc, les fréquences sont comme les nombres d'ondes ici. Donc, ça va de moins pi divisé par h. H, c'est comme l'équivalent de A dans la note que j'ai présentée tout à l'heure. Donc, le pas de grille. Donc, ça va de moins pi sur A à pi sur A, ou moins pi sur h à pi sur h. Avec un pas donc égal à 2pi divisé par la largeur, donc 2pi sur l'équivalent de L, mais L ici est 2 fois T, qui est le demi-domaine. Donc ça, c'est véritablement le pas de nombre d'ondes ou le pas de fréquence qu'on a vu dans la note, ici, 2pi divisé par L. Donc on a un tableau complet des fréquences. L'un des tests que l'on peut réaliser, c'est de vérifier l'identité de Parseval. L'identité de Parseval dit que l'intégrale du carré de la fonction sur son domaine est aussi égale à l'intégrale du carré de sa transformée de Fourier. Donc ici, cette intégrale du carré est reliée à la norme au carré du vecteur psi, que j'appelle W1, et à la norme au carré de sa transformée de Fourier, que j'appelle W2. Et donc, l'identité de Parseval serait vérifiée si W1 était égal à W2 divisé par n, c'est-à-dire la longueur du vecteur psi. D'accord.
Bon. On verra donc dans tous les tests qu'on fera que cette identité est respectée par le rapport W2 sur W1 qui apparaît par exemple ici, qui est égal à 1. C'est un détail. Enfin, on va faire un graphique. Donc ici, je fais un graphique de psi en fonction de t et un graphique de TDF, la valeur absolue de la transformée de Fourier, parce que n'oublions pas que la transformée de Fourier en général est un nombre complexe. Si la fonction de départ est réelle, la transformée de Fourier est quand même un nombre complexe qui a certaines propriétés de symétrie en raison du caractère réel de la fonction d'origine, mais c'est complexe tout de même. Donc ici, j'en prends la valeur absolue et que je porte en graphique en fonction de la fréquence. J'ai ici multiplié par h pour avoir le même... pour pouvoir comparer ça à la transformée de Fourier continue. Rappelons-nous qu'on a une correspondance entre les coefficients de Fourier et la transformée de Fourier continue qui fait intervenir le pas de grille. N'est-ce pas? Donc là, je pourrais comparer à ces expressions. Donc je fais les graphiques et j'obtiens ceci. Donc d'un côté, j'ai la gaussienne. De l'autre, sa transformée de Fourier qui est aussi une gaussienne. Donc qui est piquée à oméga égale 0 et qui a un maximum égal à 1. Alors je pourrais par exemple modifier ici la largeur. J'ai mis une largeur égale... donc attendez un petit peu, j'ai défini ici la largeur égale à 2, je pourrais la modifier, donc ça serait égal à 1 maintenant. Donc si je fais ça et que je recommence, eh bien j'ai diminué par 2 l'écart type de la gaussienne, mais j'ai aussi augmenté d'un facteur 2 la largeur de sa transformée de Fourier. Donc ça fonctionne bien. Comme prochain exemple, une fonction strictement sinusoïdale, donc si f de t est égal au sinus de oméga majuscule fois t, bien sûr ce sinus est une combinaison d'exponentielles complexes avec les fréquences plus et moins oméga majuscule, avec un facteur 1 sur 2i. Donc quand je calcule analytiquement la transformée de Fourier, j'obtiens des fonctions delta qui sont centrées en plus oméga et en moins oméga, avec des coefficients, donc i, pi, fois plus ou moins 1. Donc je refais le même genre de calcul ici, donc je n'expliquerai pas tout parce que le reste, tout est assez semblable à l'identité, enfin à l'exemple précédent, sauf que ici j'ai défini la fonction de cette manière, donc j'ai un paramètre, la fréquence, qui est l'équivalent du grand oméga ici, qui est égal à 6 dans cet exemple, et donc j'ai encore une fois défini un demi-domaine, etc., comme auparavant, et donc quand je fais le calcul et le graphique, j'obtiens ceci, donc j'ai d'un côté la fonction sinusoïdale, et du côté transformé de Fourier, j'ai pas des fonctions delta, bien sûr, ça n'existe pas dans le domaine discret, mais j'ai une distribution qui a des pics bien définis, et ces pics, comme on peut le voir, sont autour de moins 6 et plus 6, qui est exactement la fréquence que j'avais utilisée plus haut. Donc, si j'augmentais le nombre de points, j'aurais quelque chose qui ressemble de plus en plus à une fonction delta. D'accord? Parce qu'évidemment, la correspondance entre transformée de Fourier discrète et transformée de Fourier continue n'est valable exactement que dans la limite où le nombre de points tend vers l'infini. Donc pour augmenter ce nombre de points, je pourrais par exemple diviser le pas de grille par 10. Donc j'ai 10 fois plus de points. Dans ce cas-ci, j'aurais 10 000 points, en fait 20 000 points sur ma grille. Donc j'évalue encore une fois et j'obtiens quelque chose qui ressemble à ceci. Par le fait même, j'ai... beaucoup plus de points dans la partie, enfin dans la fonction directe, pas de changement énorme, en fait je ne devrais pas avoir de changement substantiel dans le graphique en fonction de la fréquence, parce que c'est h que j'ai changé, j'aurais pu au contraire changer la période, la faire plus longue, donc c'est le même nombre de points, c'est aussi 20 000 points, sauf que la façon de considérer la chose est un petit peu différente. Dans ce cas-ci, j'ai exactement les mêmes points que j'avais auparavant en fonction du temps. C'est juste que je ne fais que représenter une fraction du domaine temporel ici. Alors que dans le graphique en fonction de la fréquence, j'ai des pics qui sont beaucoup plus prononcés, c'est-à-dire piqués. L'amplitude est toujours la même parce que j'ai fait le graphique en conséquence. Mais les éléments qui sont non nuls sont très rapprochés de ces pics. D'accord? Donc dans la limite où on peut s'amuser encore à augmenter, encore une fois,
t et obtenir une grille de 200 000 points, le calcul donne ceci. D'accord, donc c'est encore plus piqué. Et remarquez que c'est extrêmement rapide. Hein? Donc j'ai 200 000 points de grille et la transformée de Fourier est calculée avec une complexité n fois log de n. C'est ce qui fait que ça peut être fait si rapidement. Sinon, on aurait des problèmes sérieux parce que ce serait un facteur 10 dans le nombre de points équivaudrait à un facteur 100 dans le temps de calcul et ce serait rapidement intraitable. Comme prochain exemple, on étudie le sinus cardinal, donc cette fonction, une fonction trigonométrique décroissante avec oméga majuscule comme fréquence. On peut montrer que la transformée de Fourier de cette fonction est donnée par cette expression-ci qui, modulo une constante multiplicative, est donnée par la fonction de Heaviside. Donc la fonction de Heaviside est égale à 1 pour des quantités, des arguments positifs, 0 pour des arguments négatifs. Donc la fonction d'Heaviside ou la fonction θ appliquée à la différence des valeurs absolues des fréquences signifie que ceci va être nul partout, sauf si la valeur absolue d'oméga est plus petite que la valeur absolue d'oméga majuscule, donc à l'intérieur d'une certaine boîte, si on veut, d'un certain intervalle, comme une onde carrée, ou une impulsion carrée. Donc, voyons voir comment ça fonctionne. Ici, j'ai modifié un petit peu la façon de procéder. J'ai premièrement défini ma fréquence comme étant égale à 1, le oméga majuscule, c'est-à-dire j'ai prescrit d'avance le nombre de points de la grille, la durée, donc la demi-durée de l'impulsion, donc dans le temps est donné par cette valeur t majuscule, et le pas de grille est a posteriori donné par la différence entre deux valeurs consécutives de la grille de temps. Donc là j'ai une grille de temps qui est ici, qui est déterminée par le nombre de points, donc j'ai utilisé la fonction linspace pour ça, et j'ai mentionné que le dernier point n'est pas compris. J'ai ensuite donc calculé la fonction psi de cette manière. Notez que j'ai supposé que le nombre de points de grille était une puissance de 2. C'est toujours préférable de faire ça. En transformée de Fourier discrète, l'algorithme est optimal quand le nombre de points est une puissance de 2. Donc c'est une bonne pratique, ce que je n'ai pas fait plus haut dans les exemples précédents. Ensuite, je calcule la transformée de Fourier comme avant, je fais les graphiques. D'accord. Donc c'est ce que j'obtiens comme graphique ici. Alors je vais juste recalculer pour être tout à fait sûr. Donc j'ai cette correspondance, j'ai le sinus cardinal à gauche et j'ai la transformée de Fourier qui a la forme d'une onde carrée. Et ce qu'on peut voir ici, c'est le phénomène de Gibbs, donc les oscillations qui apparaissent ici, puisque j'ai en quelque sorte une troncation de cette fonction bleue. La fonction directe, j'ai un nombre de points finis, etc. Donc si je ne tronquais pas cette fonction, si je la tronquais moins, par exemple si je disais ici t est égal à 500 au lieu de 100, qu'est-ce qui se passerait? J'aurais un domaine temporel plus large qui n'apparaît pas sous le graphique de toute manière, mais j'ai un peu moins d'oscillation au milieu de ce plateau. Comme dernier exemple de transformée de Fourier d'une fonction simple, on va considérer la courbe lorentzienne, qui est ici. Vous êtes familier avec cette courbe. C'est une fonction qui est piquée autour de t égale 0 et avec une largeur eta. Sa transformée de Fourier, on peut le montrer, a cette forme. Donc c'est une exponentielle décroissante de la valeur absolue de la fréquence. Donc on procède encore une fois comme avant. Ici j'ai une grille donc de largeur 40 en temps, donc je n'ai que 400 points dans cette grille, ce qui n'est pas énorme. Je vais raffiner un petit peu ici. D'accord. Donc je fais les graphiques, j'obtiens ceci. Donc j'ai bel et bien une lorentzienne à gauche, bien sûr, et ces deux exponentielles décroissantes, une vers les fréquences négatives, une vers les fréquences positives. Les largeurs des graphiques sont déterminées d'ailleurs ici par les valeurs de eta. Donc si je change eta, je ne changerai pas la largeur des graphiques, je pourrais cependant changer le nombre de points dans chacun des graphiques, donc je peux le vérifier ici, par exemple. Donc encore une fois, j'ai une confirmation simple de cette transformée de Fourier. Notez que normalement, j'aurai ici une valeur de la transformée de Fourier à oméga égale 0 qui est égal à pi. Et dans le graphique qui est ici, j'ai multiplié par h comme je dois pour faire la correspondance et j'ai divisé par pi. Donc je devrais avoir sur le graphique une valeur maximale égale à 1, ce qui n'est pas le cas.
et ce n'est pas le cas uniquement parce que j'ai un nombre de points fini. Donc je pourrais améliorer ce résultat en diminuant le pas. Ou plutôt, non pas en diminuant le pas, pardonnez-moi, mais en augmentant la durée, parce que c'est ça qui compte, c'est la durée de l'impulsion, en augmentant la durée. Et là, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus dense et qui s'approche de 1. Pourquoi? Parce que cette transformée de Fourier à oméga égale 0 revient à intégrer la fonction lorentzienne sur tout le domaine. Et plus le domaine est grand, plus je capture toute l'intégrale de cette fonction lorentzienne. Si je coupe le domaine temporel trop tôt, eh bien, je n'intègre pas la fonction lorentzienne de moins l'infini à plus infini, donc je n'ai pas exactement 1. Donc c'est simplement dans les paramètres de la transformée de Fourier discrète, donc on a ici deux quantités indépendantes, donc la largeur du domaine et le pas temporel. Donc ils ont des effets différents. Même si au fond, la seule chose qui compte dans la transformée de Fourier discrète, c'est le nombre de points, eh bien la correspondance qu'on fait ici entre une fonction continue et la grille dépend aussi de ce paramètre t majuscule. Donc, dans cette correspondance fonction continue transformée de Fourier discrète, il y a réellement deux paramètres importants. Le pas de grille et la largeur du domaine, ou la demi-largeur du domaine dans ce cas-ci. Une autre application importante des transformées de Fourier est en optique, dans la diffraction, dans le phénomène de diffraction de Fraunhofer. Donc, dans ce problème, on a un front d'onde qui est incident sur un écran avec un trou. Donc, il y a un trou dans l'écran. Et on définit sur cet écran une fonction, la fonction d'ouverture. Cette fonction d'ouverture est égale à 1 dans l'ouverture et 0 sur les régions opaques de l'écran. On pourrait même définir une opacité partielle, mais dans ce cas-ci, on va supposer qu'on a un écran qui est complètement opaque, sauf pour une ouverture qui est complètement transparente. Donc, l'onde qui est incidente sur cet écran donc, va passer au travers de l'ouverture, disons, mais de l'autre côté, en fonction de la direction, il y aura un patron de diffraction. Ce patron de diffraction, on peut le démontrer ici, et c'est démontré dans ce paragraphe que je vous invite à lire plus en détail. Eh bien, ce patron de diffraction, si vous êtes familier avec le principe de Huygens, bien sûr, donc si vous n'êtes pas familier avec ce principe, donc c'est peut-être superflu de travailler ce paragraphe, mais sinon c'est un rappel. Et donc, le patron de diffraction serait proportionnel à la transformée de Fourier de cette fonction d'ouverture. Cependant, il s'agit bien sûr d'une fonction en deux dimensions, une fonction de deux variables x et y. On a donc affaire ici à une transformée de Fourier bidimensionnelle, et c'est le sujet de cette sous-section ici. Donc, on va faire un exemple. On va essentiellement, à partir d'une ouverture, donc on va définir et qui va correspondre à une certaine fonction d'ouverture f de x et y, on va calculer cette transformée de Fourier en deux dimensions qui revient à calculer une double intégrale sur x et y avec deux facteurs exponentiels comme ceci. Donc, on obtient une fonction qui dépend de deux composantes d'un vecteur d'onde. Et ça se fait aussi avec des transformées de Fourier rapides, avec une fonction qui s'appelle FFT2, pour deux dimensions. Donc, voyons voir l'exemple ici pour une fonction d'ouverture en forme de disque. Donc, je vais supposer ici que j'ai une largeur de domaine, une demi-largeur, encore une fois. Donc, j'ai un domaine qui va de moins L à L, et je vais avoir nécessairement une grille, donc un pas de grille égal à 0.02 dans ce cas-ci. Donc, j'aurai au fond 1000 points dans ce domaine, donc 1000 points sur chaque côté. Donc, le vecteur x, les valeurs de x, donc prendrait 1000 valeurs, et les valeurs de y aussi, donc 1 million de points au total. Je définis la fonction d'ouverture comme étant 1 à l'intérieur d'un disque de rayon R majuscule, comme ceci. D'accord? Donc, si x carré plus y carré est plus petit que r carré, je retourne 1, sinon je retourne 0. Bon. Ensuite, donc, je définis le tableau qui représente cette fonction d'ouverture. Donc, je le fais à l'aide d'une compréhension en termes de syntaxe Python. Je fais une boucle ici pour x minuscule dans x majuscule et y minuscule dans y majuscule. Donc, une double liste que je convertis ici en
tableau Python, c'est un peu paresseux, peut-être pas super efficace du point de vue stockage de mémoire, mais ça fonctionne. Et là, je vais simplement donner ce tableau OUV à la fonction FFT2 qui va me donner ce que j'appelle le patron de diffraction. J'en prends la valeur absolue et je vais ici faire un déplacement, donc déplacer les données de ce patron de manière à mettre la fréquence nulle, ou si vous préférez le vecteur d'onde nul au milieu. Donc on avait ici en une dimension la fonction FFT shift. Ici je la fais à la main cette fonction parce que j'ai un tableau bidimensionnel. Donc je roule un des axes, l'axe 0, de n sur 2 positions. Notez que j'ai utilisé une division entière ici, c'est important. Et je roule encore une fois le tableau, mais dans la direction Y, donc le deuxième axe de la même quantité. Et ensuite, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est le graphique. Donc je vais ici faire deux graphiques. Je vais montrer la fonction d'ouverture avec la fonction de Matplotlib imshow. Et encore une fois, la fonction d'ouverture pour le patron. Donc je prends la racine carrée du patron, et ça c'est uniquement pour accentuer les régions du patron de diffraction qui sont un peu plus faibles, sinon elles seraient difficiles à voir. Donc j'exécute et j'obtiens ceci. Donc à gauche, j'ai l'ouverture, le cercle, le disque jaune, et à droite, j'ai le patron de diffraction qui est circulaire aussi, mais avec des anneaux concentriques. Donc je peux maintenant jouer avec ce rayon. Donc ce rayon R qui est égal à 1, je pourrais le rendre un peu plus petit, et ça me donnerait donc une ouverture plus petite, mais un patron de diffraction plus large. On le voit ici, les fameux cercles concentriques du patron de diffraction. Je vais encore le faire, un facteur 2, comme ça, 0.25, et j'obtiens donc une ouverture encore plus petite et un patron de diffraction. Alors remarquez que normalement j'aurais ici des cercles concentriques. Ici, quand je m'éloigne à l'extérieur, je n'ai plus de cercles, je n'ai que des taches. Et ça, c'est un effet de grille finie. C'est parce que j'ai une grille qui contient un nombre insuffisant de points, si on veut. Donc je pourrais remédier à cette situation en changeant L ou en changeant petit a. D'accord. Donc je reviens à la valeur que j'avais au départ. Je vais faire un autre exemple. Donc par exemple, ici ce serait une ouverture en forme de rectangle, donc un petit peu différent. La fonction d'ouverture ici est simplement donnée par 1 ou 0 selon que la valeur absolue de x est plus petite que la largeur, ou la valeur absolue de y plus petite que la hauteur de cette ouverture rectangulaire. Donc j'ai défini les largeurs et hauteurs ici. Sinon, je fonctionne de la même manière qu'avant. J'exécute et j'obtiens ceci. Donc j'ai une fente, en quelque sorte, une fente finie, et j'ai un patron de diffraction qui, au contraire, est plus large dans la direction que la fente est plus étroite, n'est-ce pas? Donc c'est normal, encore une fois, c'est une question de principe d'incertitude. Si je donne la même largeur que la hauteur, donc j'obtiens plutôt ceci. Donc, dernière remarque, qu'est-ce que je veux dire par patron de diffraction? C'est quelque chose qui est en fonction du vecteur d'onde, ou plutôt des composantes en x et en y du vecteur d'onde de la lumière diffractée. Donc, si un rayon lumineux sort de l'écran, il sort avec un certain angle. S'il sort tout droit, donc dans la direction du faisceau initial, eh bien, ça correspondrait à kx égale ky égale 0, donc tout à fait au centre. Mais justement, c'est le propre de la diffraction de produire à partir d'une onde plane un ensemble de rayons lumineux qui sont dans des directions diverses, et donc on pourrait interpréter les composantes kx et ky du vecteur d'onde comme proportionnelles, du moins à des angles de diffraction, du moins quand les angles sont petits, dans la limite où le sinus d'un angle est presque égal à l'angle lui-même en radian. Eh bien, ces vecteurs d'onde correspondent exactement aux angles. Voilà, merci de votre attention.